Bonjour à tous, j'espère que tout va bien dans les chaumières. Je suis... C'est la mer Noire? Non, je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ta mère préférée. C'est la mer Noire. Oui. Et aujourd'hui on se retrouve pour fêter la sortie de l'incroyable, non, l'extraordinaire, non, l'indescriptible, oui c'est ça, l'indescriptible Madame Web. Et essayer de comprendre ce que nous prépare Sony avec son Sony Spider-Man Universe, alias SSU, qui est quand même, disons-le, un peu flou. Mais qui sait, qui peut nous amener de jolies choses à l'avenir. Et non, je suis ni payé, ni soumis au chantage pour dire ça. Je ne suis qu'un optimiste. Que voulez-vous? Et pour ça, on va analyser la stratégie tentée par Sony pour nous allécher et la place de ce Madame Web au milieu de tout ça. Évidemment, avant de commencer, je vous invite à liker, à vous abonner et à gonger la cloche de l'amour, car comme vous le savez, regarder sans s'abonner, c'est comme embrasser une jeune femme qui dort dans un cercueil entouré de nains. Non, ça ne se fait pas, Florian. Haha, personne savait qui s'appelait Florian, ce gros dégueulasse, hein? Bouh, honte à toi, Florian. Bref, je dis vague. Et je vous invite à faire extrêmement attention puisque nous entrons dans la spoiler zone. Zone de tous les dangers, si jamais l'univers Spidey de Sony vous intéresse encore. Allez, Avengers, assemble. Commençons par le commencement, l'histoire de Sony et de ses Spiders. Déjà, premièrement, pourquoi c'est Sony qui a les droits de Spider-Man et de ses 8000 méchants? Bien tout simplement parce que dans les années 90, Marvel subit une énorme crise liée à beaucoup de facteurs. Premièrement, la concurrence avec les nouveaux modes de divertissement comme les jeux vidéo ou la télé par exemple, mais aussi une espèce de fatigue du public liée à tous ces nouveaux personnages et des histoires un peu claquées de cette époque. Hein? Quoi? Ça vous rappelle un truc? C'est nul! Concrètement, Marvel s'endette et est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. C'est alors qu'ils créent Marvel Studios. Sauf qu'on vient de le dire, ils n'ont plus un rond pour développer des films. Ils décident donc de prendre une décision qui va bouleverser leur histoire, en mettant en vente à qui veut les acheter les droits de leurs personnages. Et c'est ainsi que la Fox se jette sur les mutants et les 4 fantastiques, que Universal décide de prendre Hulk et Namor, Lionsgate prend ceux du Man Things, oui, juste lui, on a vu notamment dans le special The Werewolf by Night, et enfin, Sony Pictures fait le choix du roi avec Spider-Man. Chaque acquisition englobe tout ce qui se rapproche de près ou de loin des personnages. Seulement, Marvel, qui a le couteau sous la gorge à l'époque, négocie très mal ses droits. Ils prennent le cash, mais ne mettent pas vraiment de clause, ni sur les pourcentages des recettes, ni d'ailleurs sur les droits des futures aventures des comics. Puisque aujourd'hui, Sony exploite des histoires qui n'avaient alors pas encore été écrites. Comme par exemple Miles Morales, qui a été créé en 2011. Ah fut les gars. La seule clause qu'aurait imposée Marvel à l'époque est que chaque personnage dont les studios ne fait pas de film éponyme pendant 10 ans retourne dans l'écurie Marvel. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé, notamment avec Universal pour Hulk et Namor, qui sont enfin retournés à la maison. Mais c'est aussi pour ça qu'on en est au 8e film Spider-Man en 22 ans. Bref, Sony empoche la poule aux œufs d'or avec Peter Parker et va l'exploiter jusqu'à la moelle avec la première vraie grosse saga de super-héros de Sam Raimi qui rapporte plus de 2,5 milliards au box-office. À titre de comparaison, la première trilogie X-Men, qui sort à peu près en même temps, n'a rapporté, elle, que 1,2 milliard, soit moins de la moitié. Et très loin des 1,9 milliards qu'a rapporté No Way Home à lui tout seul. Hello. Bon, là on parle gros sous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Spidey rapporte. Et Sony va en profiter un maximum. C'est pourquoi, après le succès de cette trilogie, ils décident de changer de stratégie avec Andrew Garfield. Il faut désormais exploiter le filon au maximum, comme le font les X-Men. Cette nouvelle adaptation, appelée The Amazing Spider-Man, doit introduire les Sinister Six, adapter l'histoire de Venom, et inclure à l'avenir un maximum de Spider pour faire comme les copains Avengers qui cartonnent. Mais le public est moins convaincu après la sortie de The Amazing Spider-Man 2. Et Sony abandonne ses plans. Car pas loin d'ici, le MCU est en train de littéralement exploser. Et c'est là-bas qu'il faut aller jouer. Seulement 4 ans après avoir reboot, nous avons droit à un nouveau Spider-Man, beaucoup plus jeune, et qui encore aujourd'hui n'est toujours pas à l'université. De quoi faire des milliards de films avec lui. Le deal est simple, Sony prête Spidey à Disney, et en échange, Disney accompagne Sony sur les films Spider-Man avec Tom Holland, en plus d'être plutôt conciliant sur l'exploitation de Miles Morales. Un vrai gagnant-gagnant, puisque la trilogie de John Watts rapporte près de 4 milliards de dollars. C'est colossal. Seulement voilà, l'argent appelle l'argent. Et l'univers élargi du héros devient le nouveau terrain de jeu de Sony. Le studio possède les droits de près de 900 personnages qui gravitent autour de Spider-Man. À commencer par Venom, en 2018. L'anti-héros est le tout premier film de ce nouveau Sony Spider-Man Universe. En opposition à Kevin Feige et son MCU, Sony souhaite que chaque film de ce nouveau projet puisse avoir sa propre patte.
Un choix d'Amy Pascal pas forcément très judicieux, puisqu'aujourd'hui, le principal problème des productions Sony est leur manque de cohérence. Bref, on va avancer un petit peu dans le temps pour passer à la phase du multivers. Kevin Feige décide que sa prochaine saga sera celle du multivers. Une bénédiction pour Sony qui voit une formidable opportunité de faire de la moula. Oui, madame. Bah oui. Car maintenant, même si les projets des autres personnages ne sont pas liés au Spidey du MCU, c'est pas grave. Rien ne nous empêchera de le faire plus tard. Par exemple, Tom Holland avait tourné une scène prévue pour Venom qui a été retirée au montage par Kevin Feige. Ce qui n'empêchera pas Sony d'envoyer Venom dans le MCU à la fin du deuxième film et à Kevin Feige de le renvoyer chez lui dans No Way Home. Quand on y pense, c'est hilarant. Oui, t'es gentil, mais non. Bref, après les Venom vient Morbius, qui lui aussi est très flou, puisque dans les images promo, on nous montre qu'il serait dans l'univers de Tobey Maguire, et finalement, il a une scène post-crédit avec le vautour du MCU, qui lui-même ne dit pas savoir ce qu'il fait là. Et là, on repense à Amy Pascal et Kevin Feige, qui doivent s'engueuler en s'envoyant des billets à la figure. Entre-temps, vient la très belle surprise Miles Morales et son Spider-Verse. C'est presque inespéré tellement c'est beau, et pas que visuellement. C'est tout simplement la meilleure adaptation du multivers possible avec l'histoire du Spider-Verse, à ne pas confondre avec le Spider-Man Universe de Sony. Là, Sony Animation a fait très fort, tout simplement car c'est un film de passionnés, de mecs qui comprennent vraiment le matériel d'origine, et surtout, qui encore une fois, arrange bien les affaires Sony. Il met les bases qui vont permettre d'expliquer comment, potentiellement dans le futur, Sony va retomber sur ses pattes. Je m'explique. Alors que Sony n'est pas libre sur le Spidey de Tom Holland, ils arrivent à convaincre Disney d'intégrer ces deux vieux Spider-Man dans un film qui va cartonner, le fameux No Way Home. La magie du multivers. Des Spidey qui, à la fin du film, retournent chez Sony, et, qu'on se le dise, qui ne vont pas rester dans le placard. Car Sony est très clair, il ne leur est jamais rien arrivé de plus beau que le multivers. Imaginez, il y a quelques années, ils ne savaient pas comment faire plus de profit avec un seul Spider-Man. Désormais, ils en ont des dizaines sous la main, sans même que ce soit bizarre. La rumeur dit d'ailleurs qu'en ce moment, ils poussent fort pour les faire apparaître dans le prochain Spider-Man 4, alors que Disney, eux, préfèrent rendre à Spidey son rôle de justicier new-yorkais un peu plus terre-à-terre, avec l'histoire de Fisk, maire de New York. Et je pense que là-dessus, Marvel aura le dernier mot, puisque la rumeur dit qu'on les retrouvera dans Secret Wars, ça suffit. Donc, Sony va devoir se débrouiller de son côté. Et la rumeur Amazing Spider-Man 3 revient avec insistance en ce moment, ce qui les ferait revenir à leur plan initial avec Andrew. Donc, pour revenir au Spider-Verse, il est presque écrit d'avance que Beyond the Spider-Verse se finira par l'arrivée dans le monde live-action de Miles. Mais aussi sûrement la création d'un monde qui regroupera tous les super-vilains présents dans les différents univers de Sony. Un peu comme le vautour qui s'est retrouvé dans l'univers de Morbius. Donc avec Venom, Kraven, et potentiellement le Scorpion, le Prowler, etc. etc. Ce qui créera les Sinister Six, un peu à la manière de No Way Home. Même carrément, exactement, à la manière de No Way Home. Mais chut, faut pas le dire. D'ailleurs, Across the Spider-Verse est déjà lié à Venom, puisqu'une scène se passe directement dans l'univers de Venom avec Madame Chen. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, passons au prochain film de ce SSU, et pourquoi il a finalement un intérêt là-dedans. L'OVNI Madame Web. Bon, déjà on peut le dire, la communication du film est désastreuse. Bon, ils pourront essayer de se justifier par le fait que le film se passe dans les années 90, et que du coup, la com est une com des 90s, mais non. Qui est Madame Web? Elle doit protéger 3 filles. C'est juste dégueulasse. Il faut le dire. Perso, j'ai pas eu l'occasion de voir le film, et j'ai pas réussi à tirer les verres du nez de mes potes qui l'ont vu. Donc, on va parler en pure spéculation. Dans les comics, Madame Web est intimement liée au Spider-Verse, puisqu'elle protège les Spider-Man via ses habilités de médium capable de voir l'avenir. D'ailleurs, on peut déjà le dire, le design utilisé pour représenter le multivers dans Across the Spider-Verse utilise le design de la toile de Madame Web, mais aussi la timeline sacrée du MCU. Ils ont gardé un pied dans chaque monde au cas où. Dans sa communication désastreuse, Sony nous a indiqué d'abord que Madame Web aurait un lien avec ses autres films, avant de nous dire que finalement non, pour revenir cette semaine dessus en nous disant que finalement aussi. Bon, je pense qu'il y a clairement du vrai et du faux là-dedans. Et voici pourquoi ce film pourrait être intéressant pour vous, les fans de super-héros, et devrait débuter vraiment ce SSU multiversel. Le pitch du film est simple. Une ambulancière lambda qui fait équipe avec l'oncle Ben de Peter acquiert le pouvoir de voir l'avenir proche, voire même potentiellement de pouvoir revenir quelques secondes dans le passé pour changer les choses qu'elle vient de vivre. Elle rencontre 3 jeunes filles qu'elle protège de Ezekiel Sims, un Spider-Man pas très gentil, qui lui aussi est capable de voir l'avenir. D'ailleurs, s'il essaie de tuer ses filles, c'est parce qu'il l'a vu l'assassiner dans une vision du futur. C'est pourquoi elle dédie sa vie à les retrouver pour les en empêcher avant qu'elle n'ait des spider-pouvoirs. Alors dit comme ça, why not? Mais quel est le rapport avec Peter Parker? Eh ben, à part la présence de son oncle et de sa mère dans le film, il devrait tout simplement pas y en avoir.
Mais plus globalement, le film devrait avoir un lien avec le Spider-Verse et la Spider Society. Pour comprendre comment, faisons rapidement un profil de chacun des personnages dans les comics. Cassandra Webb, alias Madame Webb, est une alliée des Spider-Man et Spider-Woman. C'est une mutante, aveugle et paralysée, qui utilise ses pouvoirs de télépathie et de clairvoyance pour les aider. En gros, elle les prévient des dangers imminents et les guide. Sydney Sweeney joue Julia Carpenter, la deuxième Spider-Woman. Oui, parce que la toute première Spider-Woman, Jessica Drew, n'est toujours apparue nulle part. Pourtant, il y a eu l'occasion, mais pourquoi? Je ne sais pas. Bref, elle obtient ses pouvoirs suite à des expériences qui lui donnent des capacités de Spidey, avec un petit plus appelé l'étoile psionique. En gros, elle peut contrôler ses toiles mentalement, leur donnant la forme qu'elle souhaite. Plutôt cool, non? Dans les comics, elle finira par absorber temporairement les pouvoirs de Madame Webb. Celeste O'Connor est Mattie Franklin, la troisième Spider-Woman. Elle obtient ses pouvoirs de Spider-Woman via un rite religieux de l'araignée qui lui donne aussi les capacités de Spidey, avec en plus la possibilité de voler et d'envoyer des décharges bioélectriques comme Miles. Elle aussi absorbera les pouvoirs de Julia Carpenter et de Madame Webb, lui donnant la possibilité de déployer des pattes d'arachné psychique. Enfin, Isabella Moner sera Anya Corazon, alias Spider-Girl. Oui bon, pas hyper original chez les Spider. Alors qu'elle est mortellement blessée, un mage de la Spider Society fait un rituel sur elle pour la sauver. Elle obtient alors les pouvoirs de Spider, avec la possibilité de créer un exosquelette qui deviendra son armure. Toutes vont donc combattre Ezekiel Sims. Dans les comics, Ezekiel obtient ses pouvoirs en forçant le destin lors d'un rituel violent au Pérou. Il n'était pas dédié à devenir un Spider Totem. Et on y revient. Il utilise alors ses pouvoirs à son propre bénéfice pour devenir riche, plutôt que de devenir un héros. Mais ce qui n'en fait pas un vilain pour autant, puisque finalement, il dédiera sa vie à protéger ses compères du chasseur de Spider, Morlun. Et c'est là que ça devient intéressant. Selon moi, la Spider Society et le Spider-Verse ne se termineront pas après Beyond the Spider-Verse, car les films d'animation sont excellents, mais rapportent moins que les live-action. Mais une fois l'histoire avec Miguel et The Spot terminée, la Spider Society devra faire face à un ennemi bien plus féroce, les héritiers, dont fait partie Morlun. Les héritiers sont des vampires qui se nourrissent de Spider Totem, une sorte d'entité surnaturelle qui choisit des avatars dans le multiverse pour leur donner les pouvoirs de l'araignée. Un peu à la Moon Knight si tu veux. C'est pourquoi je pense que Madame Webb n'est en réalité qu'une origin story. Je pense concrètement que c'est pas dans ce film qu'on verra le Spider-Man du SSU, le Sony Spider-Man Universe. Car oui, à un moment, va bien falloir mettre un Spider-Man là-dedans, les amis. Par contre, le lien qu'elle a entretenu avec Oncle Ben sera le lien qui va unir Madame Webb avec la Spider Society. Car perso, j'ai vraiment du mal à croire que Ezekiel est le vrai méchant de ce film. Après, potentiellement, je surestime le film et je peux totalement me tromper, évidemment. Bref, Madame Webb peut nous surprendre. Mais je pense qu'on peut le dire à l'heure actuelle, ce sera sûrement pas un banger. Et c'est malheureusement Sony qui en fait l'aveu avec sa com. Pour vous dire, même Dakota Johnson a viré son agence juste après la diffusion du premier trailer. C'est dire. Et il se peut quand même que le film marque le début d'un nouvel univers intéressant qui sera suivi cette année par l'arrivée de Kraven le Chasseur et de Venom 3, dont on ne sait absolument rien. Mais la rumeur voudrait que Venom soit confronté au dieu des symbiotes, alias Knull. Ça aussi, à voir si Sony est assez couillu pour le faire. Et surtout, s'ils arriveront à s'adapter au style visuel très particulier de Knull. Bon, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour décider ou non d'aller voir le film. Je ne vous ai rien promis, j'ai juste analysé l'état actuel, donc je vous prie de ne pas venir chialer si c'est éclaté au sol. J'y suis pour rien. En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous comprenez la stratégie de Sony, et si vous comptez quand même aller voir Madame Webb au cinéma. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je décrypte certains sujets qui vous sont chers. Et pas forcément que du Marvel, hein. Laissez libre cours à vos envies les gars. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et de vous abonner. C'est super important pour le référencement. Et si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour souscrire à la communauté Buckheart. Sur ce, je vous embrasse et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. C'est le secret pour être heureux. Ciao. How do you know who I am? And how do you know so much about me? I want some answers. You will get them. Now, sit down.